Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à tous et à tous, Xavier Teichmann pour Respect, et aujourd'hui je suis content de recevoir Amandine Englebert pour son initiative Philanthropie Innovative Sharing. Bonjour Amandine. Bonjour Xavier. Et comme d'hab, avant de te demander de te présenter, je vais un peu expliquer pourquoi tu es dans ce podcast. Mais c'est via Lara Pirette de Shift qui m'a dit, quand on avait un petit peu discuté sur certaines personnes qu'il faudrait que j'invite, elle m'a dit, mais on a parlé aussi d'Amandine Englebert, qui a aussi un podcast, qui fait de Innovative Sharing dans la philanthropie, et ce serait une chouette personne à interviewer. Et puis au fait, je me suis rendu compte aussi que tu te définissais comme idéaliste pragmatique. Ouais. Et ça m'a fait tout de suite le lien avec Steven Bakers qu'on a eu dans un épisode qui se caractérisait comme utopiste réaliste, lui. Donc on est un peu sur la même... On est proche, oui. On est proche. Et qui avait parlé du bouquin Utopia for Realists de Rutger Bregman. Donc j'invite tout le monde à lire ce livre parce que je pense que ça a une bonne influence sur la plupart des personnes. Et donc de Innovative Sharing, donc Philanthropie Innovative Sharing, c'est... Je pense tout simplement accompagner les entrepreneurs philanthropes ou investisseurs sociaux pour maximiser leur impact sociétal. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Voilà, tu expliqueras ça beaucoup mieux que moi. Et maintenant, je vais te demander, Amandine, de te présenter. Oui, donc merci pour l'invitation. Donc, avec plaisir. Mon nom est Amandine Englebert, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et effectivement, je pense que je suis assez idéaliste pragmatique. Ok, parfait. C'est quoi idéaliste pragmatique pour toi ? Alors c'est, je pense, la connexion entre avoir une vision des grandes idées, quelque part poursuivre un idéal, et en même temps, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans travailler dans la matière. Je suis quelqu'un d'assez concrète, j'aime voir les choses se réaliser. Je suis assez, peut-être même trop dans le faire, mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se traduit. Ok, parfait. Ben, effectivement, sans action, il n'y a rien qui se réalise. Donc, effectivement... Au fait, quand je vois de philanthropie innovative sharing, ça m'a fait penser à plusieurs personnes qui sont passées déjà dans ce podcast ou qui vont bientôt passer. Il y a Sevan Hollemans qui est plutôt dans Solifine et oui. Qui je connais, oui. Ah ben voilà, oui. Tu connais Sevan. Et donc l'épisode qu'on a eu avec lui sur vraiment le fait de redonner du sens à l'argent, oui. Et d'avoir un impact positif avec le fait de financer des projets durables, etc. On va bientôt avoir aussi Julie Deleval, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui a créé Uningo, qui est une manière, si tu veux, plutôt une façon de gérer un CRM ou pour toutes les ASBL, pour les financements, les dons, et qui potentiellement peuvent se faire parrainer pour que les frais de transaction, etc., soient payés par des institutionnels, etc. Enfin, un truc très sympa aussi qui est avec une fondation, etc. Et alors, on a eu Antoine Perret qui a fait le pledge chez Epic avec à l'époque... Dentisphère, l'initiative d'Alexandre Mars, ça te dit aussi quelque chose ? Et voilà, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Et justement, je voudrais que tu m'expliques un peu ce que c'est que Philanthropie Innovative Sharing. D'accord. Alors, en fait, moi, j'ai démarré, donc c'était vraiment du conseil en philanthropie, mais dès le départ, je voulais m'adresser à des entrepreneurs parce que je pense qu'ils ont beaucoup à faire, en fait, en philanthropie, parce que finalement, la philanthropie, il y a aussi une part de prise de risque, puisque souvent, on soutient des projets, on investit dans des projets là où, justement, c'est encore peut-être trop tôt, trop neuf, trop risqué pour les pouvoirs publics qui peut-être prendront le relais un jour ou pas. Mais donc, je pense que les entrepreneurs ont beaucoup à apporter là-dedans. Ils ont aussi une relation à l'argent qui, je pense, est assez saine puisqu'ils ont fait leur propre argent et donc il y a certainement cette confiance aussi dans pouvoir le faire, enfin avoir une certaine liberté par rapport à ça aussi. Et puis, ils sont dans l'action. Et donc, il y a des moments où il faut pouvoir vraiment passer à l'action. Donc, je pense que pour moi, les entrepreneurs, et c'est peut-être un profil à qui on pense moins en philanthropie,
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé en philanthropie, on disait beaucoup, oui, mais la philanthropie, c'est fait pour les grandes familles, pour les gens qui sont vraiment très riches, etc. Et moi, je vois pas du tout les choses comme ça, en fait. Pour moi, la philanthropie, c'est plutôt une motivation, la motivation de qu'est-ce qu'on est prêt à faire, en fait, par amour de l'humanité. Alors, ça peut peut-être sembler un peu naïf, mais en réalité, quand on voit les problématiques auxquelles on s'attaque, en fait, à ces enjeux sociétaux, mais on se rend compte, en fait, très rapidement de la réalité du terrain. Et donc, c'est tout sauf naïf, en fait. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que moi, je pourrais apporter là-dedans. Et donc, j'ai commencé à accompagner de manière individuelle des entrepreneurs qui étaient plutôt en fin de carrière et qui, en fait, étaient déjà dans des démarches philanthropiques, dans des démarches de dons, mais d'une manière que je qualifierais plutôt de réactive. C'est-à-dire, on venait vers eux et eux, à un moment donné, disaient oui pour un certain nombre de choses parce que via, ils connaissaient, etc. Mais en fait, la question du sens pour eux ne se posait pas réellement, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Là, où est-ce que moi j'ai envie d'avoir un impact? Et donc, en fait, finalement, ces engagements, mais ils n'étaient pas très pérennes parce qu'au bout d'un temps, ils se connectaient plus à ça, ils s'y retrouvaient pas, ils n'avaient pas vraiment créé de lien avec tous ces projets. Et donc, moi, ce que je leur proposais de faire, c'est de créer une vraie stratégie philanthropique en repartant de eux, de quels étaient les enjeux qui les touchaient eux, quelles étaient leurs motivations. Et puis, bien sûr, on structure. Mais ça part toujours, quelque part, d'un élan du cœur. Et après, il faut le structurer pour que ce soit, qu'il y ait vraiment un impact, qu'on puisse mesurer aussi ce qu'on fait avec les organisations avec lesquelles on devient partenaire. Parce qu'il y a aussi toute une sensibilisation à faire en disant, voilà, en tant qu'entrepreneur, vous savez très bien ce que c'est de lancer une boîte. Ça met un certain temps avant d'être rentable, etc. Mais en entrepreneuriat social, quand on s'attaque à des enjeux sociétaux, ce temps, il est encore plus long puisqu'on s'attaque à des problématiques vraiment, réellement difficiles. Mais aussi, quelle relation en fait on va créer aussi avec les organisations qu'on soutient. Donc c'est toujours un soutien plutôt dans le long terme et où on essaye d'apporter aussi autre chose que uniquement de l'argent. Bien sûr, il y a toujours une partie financière, mais il y a aussi une mise à disposition d'expertise, de compétences, de réseaux parfois. Et certaines personnes, je me souviens d'un de mes tout premiers clients qui me disait, mais voilà, en fait, moi, dans ma famille, il n'y a que moi qui est intéressé par ça, etc. Et puis, j'emmène toujours les gens sur le terrain aussi, rencontrer les organisations qu'on va soutenir, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se fait dans cette rencontre aussi, et que c'est vraiment une connexion avec une réalité, en fait, qui est bien différente de ce à quoi on peut être habitué au quotidien. Et donc, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Et puis 6 mois après, il m'a rappelé en me disant, ah, mais vous savez, mon épouse est devenue bénévole, alors que c'est vraiment tout un processus. C'est une organisation qui a vraiment tout un programme de formation. Et puis, ils en ont parlé tellement dans leur entourage que d'autres sont venus soutenir cette initiative. Et donc, il y a eu vraiment un effet boule de neige. Et puis, au plus, en fait, on soutenait, au plus il s'intéressait. Et au plus, il a vraiment aussi développé des compétences sur... Mais en fait, c'est quoi l'enjeu auquel on s'attaque et quels sont vraiment les leviers importants? Et donc, c'était vraiment une belle expérience. Ok, parfait. Et oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc la philanthropie, finalement, oui, c'est ça, c'est l'amour de l'humanité. Hein. Étymologiquement, c'est ça. Oui. Mais c'est quoi exactement? Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours. Tu sais, on parle de philanthropie, on voit toujours tu l'as dit toi-même, hein, la grosse fondation familiale qui fait des dons, ou bien on voit ça un peu à l'américaine avec les charities. Et, c'est quoi exactement, à la limite en Belgique, c'est quoi la philanthropie? Bien sûr, il y a ça. Hein. Donc, il y a des fondations familiales et des fondations d'entreprise. Enfin, il y a beaucoup de... C'est un secteur qui s'est très fort professionnalisé. Mais moi, mon intention, c'était d'aller aussi un pas plus loin, en fait, d'aller chercher ceux qui n'étaient pas encore dans cette dynamique-là. Et donc, c'est vrai que tu mentionnais Sevan. On travaille aussi en collaboration avec Sevan, parce que donc Sevan, c'est de l'impact investing. Moi, ce que je fais, c'est de la venture philanthropie aussi. Notamment avec une fondation pour laquelle je travaille. Et donc là, l'idée de la philanthropie, c'est aussi dans cette logique de partenariat, comme je te disais, d'aller voir vraiment quels sont les besoins de l'organisation, d'identifier quels sont les leviers et où est-ce qu'on peut vraiment faire la différence, et avec la partie financière, mais comme je te disais, avec la partie peut-être expertise, réseau, etc. Et en fait, dans la venture philanthropie, tu as aussi... L'outil financier, en fait, va dépendre des besoins de l'organisation. Donc, que ce soit du don, mais ça peut être aussi du prêt, ça peut être de l'investissement en capital, etc. Et voilà. Et donc, en fait, si tu veux, sur
la ligne quelque part, c'est où est-ce qu'on se situe, ça c'est aussi un peu propre à chacun, mais il y a clairement des ponts évidents à faire aussi avec l'impact investing en fait, puisque c'est quelque part la même aussi motivation quelque part de redonner du sens à son argent aussi, de pouvoir s'investir dans des projets qui font vraiment sens. Ok, ok, c'est ça. Donc il y a vraiment des ponts clairs, c'est évident, quoi. Oui. Concrètement, donc philanthropie, innovative sharing, comment ça fonctionne? Allez, moi je suis entrepreneur. Voilà. Est-ce que ça nécessite d'être hyper successful et de venir déjà avec, en se disant, tu disais, hein, il y a des entrepreneurs en fin de vie, entre guillemets, en fin de carrière, hein, parce que fin de vie, c'est peut-être un peu négatif, mais qui terminent leur business, qui sont, ok, là, ils se disent à un moment donné, ouais, quel sens est-ce que je vais donner à ce que j'ai fait, etc. Je comprends tout à fait. Mais est-ce qu'un entrepreneur qui se lance et qui dit, moi, je veux avoir un impact, mais qui n'est pas encore... Je pense au fait à tous les jeunes qui sont passés dans ce podcast et qui ont commencé une boîte, qui ont une volonté de dingue de changer les choses, et qui sont justement des influacteurs, comme on le dit chez Respect, et qui ne sont pas juste des personnes qui râlent et qui disent les choses vont mal. Non, ils bougent. Est-ce que ceux-là, ça s'adresse aussi à ceux-là, philanthropie, innovative sharing? Oui, donc en fait, l'année passée, durant le premier confinement, j'ai eu une sorte de révélation. En fait, je me suis dit... mais qu'est-ce que je peux faire de plus en fait? Comment est-ce que je peux aller encore plus loin? Comment est-ce que je peux toucher d'autres personnes? Et surtout, avec l'expérience que j'avais eue avec mes premiers clients qui étaient donc des entrepreneurs en fin de carrière, je m'excuse si j'ai dit en fin de vie. Non, c'est moi qui dis. C'est moi. Okay. Non, je pense pas. Okay, c'est moi. Ok, d'accord. Tu m'as fait peur. non, c'est moi qui dis en fin de vie. Et puis je me redis en fin de vie, c'est pas super sympa. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais aussi entourée en fait de beaucoup d'entrepreneurs qui avaient vraiment des réflexions par rapport à eux-mêmes, au sens de leur business, etc. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que je peux proposer quelque chose aux entrepreneurs de ma génération aussi? Et comment en fait on évite de reproduire le schéma qu'on a connu par avant, où on faisait carrière et puis après éventuellement, si on avait bien gagné sa vie, on se lançait dans une démarche philanthropique. Ici, je pense que les jeunes, ils sont dans une démarche qui est beaucoup plus cohérente, en fait, où ils recherchent vraiment un alignement entre leur vie privée, leur vie professionnelle, et ils sont plus directement, en fait, dans des questionnements par rapport à une entreprise à mission, etc. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais proposer qui fasse sens pour eux, qui soit juste, qui réponde à un besoin. Et donc, c'est évidemment sur un concept très différent de ce que je fais de l'accompagnement individuel. Et donc, j'ai créé des cercles d'entrepreneurs. Le premier, on est arrivé en fin de parcours en juin de cette année et on continue pour une deuxième saison. Donc, en fait, dans le premier groupe, ils étaient 17. Et l'idée, en fait, c'est de leur proposer de se réunir 5 après-midi par an en ne se dédiant que à ces questions en fait d'engagement sociétal, d'impact, d'engagement peut-être philanthropique, mais c'est vraiment un parcours assez hybride. L'idée c'est de dire moi je pense que la démarche à la base, c'est se questionner sur soi, c'est se changer de soi pour changer le monde. On ne peut pas faire autrement que commencer par là, en fait. Et donc, c'est toutes des personnes qui sont dans cette démarche, en fait, de questionnement par rapport à eux-mêmes. Et voilà. Et puis après, quelque part, ça percole. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses dans mon entreprise, pour avoir un plus d'impact via mon entreprise? Et qu'est-ce que je peux aussi faire pour aller encore au-delà? Et là, donc, peut-être dans une démarche où on crée des collaborations avec des partenaires associatifs, etc. Alors, souvent, j'ai eu en fait, qu'est-ce que tu fais exactement? Mais non, je ne fais pas ni du CSR, ni du ESG, ni du... Tout ça, c'est très bien, mais c'est de nouveau mettre des gens dans les cases. En fait, moi, ce que je veux proposer, c'est quelque chose d'hybride où on sort de ça, mais on travaille vraiment sur les questions d'inspiration, parce que parfois, on ne connaît pas, en fait, tout ce qu'on pourrait faire, de motivation. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me drive, moi? Qu'est-ce qui me pousse à m'engager dans ce genre de démarche? Et oui, et d'engagement, d'implication. Moi, je pense que quelque part, le sens, il vient profondément parce qu'on se mouille, en fait. On va vraiment mettre les mains dans le cambouis, on réfléchit, etc. Et donc 5 après-midi par an, on se réunit autour de ces thématiques, on aborde différentes thématiques. Je fais toujours venir des intervenants externes et dans l'idée aussi de faire en fait connaître l'écosystème Impact en Belgique, parce que c'est vrai que c'est un écosystème qui, je trouve, est très riche, mais aussi est très niche. Et donc dès qu'on est en dehors de ça, ça paraît un peu une nébuleuse, un peu opaque, où on n'a pas nécessairement conscience de son existence. Et donc moi, mon intention était aussi de faire connaître cet écosystème à mes entrepreneurs.
Et donc, on a fait venir, tu mentionnais de Shift, on a fait venir de Shift pour un workshop, on a fait venir Ashoka, on a fait venir des entrepreneurs sociaux, on a fait venir, enfin voilà, des gens un petit peu avec des profils différents, mais pour alimenter, c'est vraiment un parcours de réflexion orienté vers l'action. Et enfin, de la première année, les entrepreneurs, entrepreneuses nous communiquent, enfin nous partagent en fait leur lettre d'engagement, qui est vraiment une lettre dans laquelle ils disent, voilà, au terme de tout ce parcours qu'on a fait ensemble et des réflexions que j'ai eues de mon côté, voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, voilà la vision que j'ai de mon engagement sociétal, qu'est-ce que je suis prêt à faire, comment je vais le mettre en place, une sorte de roadmap et les premiers pas. Et donc moi, c'est vraiment, on est sur un accompagnement collectif, mais le travail, il est individuel, il est personnel, parce que d'abord, chacun connaît beaucoup mieux son business que moi. Moi, je n'ai rien à leur apprendre sur leur business. La seule chose que je peux faire, c'est susciter quelque part la réflexion. Et le fait qu'on se voit tous les 2 mois, mais en fait, beaucoup m'ont témoigné, me disant, mais c'est vrai qu'avant ça, on allait parfois à une conférence super inspirante, mais après, tu rentres chez toi et tu te dis, bon, c'est magnifique, ces gens ont fait quelque chose de dingue, mais moi, à mon échelle, qu'est-ce que je fais avec ça en fait. C'est souvent comme ça. Voilà. Et là, en fait, le fait que ce soit collectif, donc ils sont entre pairs, et en fait, il y a énormément qui émerge de ces échanges entre eux, parce que chacun fait déjà quelque chose. Et donc, voilà, ces partages-là, ils sont très, très, très riches. Et puis, c'est un chemin qui peut être parfois assez solitaire aussi. Parce que c'est pas forcément évident, que le monde et l'économie dans laquelle on est n'est pas encore designé pour. On travaille à échanger, mais voilà. Et donc parfois on se rend compte qu'il y a des écueils, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des freins, et le fait de savoir qu'ils ils sont entourés par d'autres qui sont dans la même démarche, ça c'est super porteur en fait. C'est ça. Et donc au fait, ça leur permet de dédier 5 c'est des après-midi, j'ai bien compris. Donc 5 après-midi dans la saison. Vraiment à ça, oui. et à changer et à vraiment aussi le sens, le pourquoi oui. Je me lance là-dedans, et aussi éviter le côté peut-être qui pourrait être, on le voit dans beaucoup d'entreprises, un peu le washing, je vais faire parce que c'est bon pour mon image, du coup on est vraiment en dehors de ça, en tout cas on se rend compte pourquoi on veut le faire, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que aussi, tu mentionnais les entreprises. Moi, on me demande parfois, mais quelles entreprises j'ai ? Je dis, mais moi, j'ai pas d'entreprise. Je n'ai que des entrepreneurs, entrepreneuses, mais j'ai des personnes, en fait. C'est ça. Parce que je suis intimement convaincue aussi que, en fait, c'est en se changeant en tant que personne qu'ils vont pouvoir, être en mesure de faire percoler la chose au sein de leur entreprise. En fait, s'il y a une volonté de leur côté, les choses suivront, puisque c'est toutes des personnes, évidemment, qui sont dans des positions, dans des postures de leadership. Oui. Tout à fait. Non, c'est clair que c'est voir les personnes et pas voir l'entreprise qui a été construite, etc. Et donc, vous faites pas pour eux. Eux viennent avec un rôle. Enfin, eux, le but, c'est qu'après, ils aient cette lettre d'engagement, qui prennent un engagement devant le groupe et au fait, c'est parfois suffisant. En fait, c'est même suffisant parce qu'au fait, ce sont déjà des entrepreneurs. Donc, ils savent faire. C'est pas des gens à qui il faut mettre le petit coup de pied au cul, désolé pour l'expression, mais ils savent faire. Donc, à partir du moment où ils se sont engagés, la vision est claire pour eux, il y a du sens derrière, donc la motivation vient et ils font, quoi. Ah, mais ça c'est évident, c'est ce qui est assez magique en fait. Et parfois même je dois les freiner parce que directement ils veulent passer à l'action et je dis ok, mais pour construire un projet qui est vraiment qui va vraiment vous emmener dans la durée, qui soit vraiment pérenne, il faut aussi consacrer, désolé, un peu de temps à la réflexion. Oui, c'est vrai, et donc c'est vrai que c'est des gens qui sont tellement orientés vers l'action que après ça se fait tout seul. Et malgré tout, voilà, mon premier groupe, moi c'est un projet que j'ai vraiment lancé. Qui était vraiment un projet de co-création aussi. Et donc, je les ai interrogés en fin d'année, parce que c'est un projet pilote qu'on a démarré comme ça. Ça s'est fait vraiment très vite. Et en fait, ça a été quand même un émerveillement pour moi aussi, parce que il faut se remettre en mars-avril 2020. Oui. Moi, j'ai cette idée. C'est à ce moment-là vraiment le chaos. J'appelle une dizaine d'entrepreneurs que je connais plus ou moins bien en leur disant voilà mon idée, est-ce que ça vous parle ou pas? Ils me disent oui, nous on trouve ça génial, si tu te lances on te suit. Là-dessus je leur dis ok, mais trouvez-moi 10 autres personnes. Et en fait en septembre on a démarré, donc en un rien de temps ça s'est fait. Et donc voilà, pour moi c'est un projet qui se fait vraiment en marchant, et là ils m'ont dit voilà, nous on souhaite continuer parce que il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé dans le groupe en fait. J'allais dire entre eux aussi, je pense qu'il y a des rencontres, des échanges, peut-être qu'il y en avait un qui était sur un projet, l'autre va le rejoindre ou échanger, enfin oui, j'imagine très fort la richesse de... Et puis nourrir ça, et puis apprendre des choses, et puis rencontrer les entrepreneurs sociaux, des gens de terrain, c'est quelque part on peut faire ça à l'infini parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se créent. Et donc voilà, pour la deuxième année, on va prendre du temps aussi pour voir exactement ce qu'on veut faire
faire ensemble, on va aller à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, mais oui, bien sûr, oui. Et est-ce que tu pourrais... Enfin, qu'est-ce que tu pourrais partager de concret de ce qui est ressorti de là, ou bien c'est peut-être confidentiel par rapport à leur lettre d'engagement, mais est-ce qu'il y a une belle histoire qui en est ressortie ou Il y a plein de belles histoires qui en sont sorties, mais c'est vrai qu'après, moi, je ne vais pas parler pour eux non plus, et puis que là, ils sont encore au stade où ils vont maintenant le mettre en action. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai été vraiment impressionnée en fait du niveau de réflexion et en fait de l'approche quand même assez systémique qu'ils ont aussi, où ils veulent travailler sur différents aspects de leur entreprise, mais ce qui est très spécifique à chacun aussi, en fait. Donc, j'imagine bien qu'il y en a qui se sont dit, ok, moi je vais plus me fixer sur peut-être à l'extérieur de mon entreprise, d'autres c'est plus sur le bien-être au travail et le fait de changer radicalement le management de l'entreprise peut-être. Ah oui, il y a plein de choses, hein. Il y en a qui travaillent sur le sourcing, enfin vraiment sur toute la chaîne de valeur, sur, comme tu disais, comment on améliore le bien-être de nos collaborateurs et comment est-ce que on les embarque aussi vraiment dans une dynamique beaucoup plus collaborative, d'autres qui vont aller chercher dans la diversité, qui ont engagé cette réflexion par rapport à cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut, en termes d'économie circulaire, travailler peut-être avec des ASBL, des organisations qui sont sur le terrain pour... il y a plein de choses, en fait, mais c'est vraiment très spécifique. Okay. Moi, je suis même persuadé qu'au fait, au fur et à mesure de ces après-midi, avec la dynamique du groupe, même toi qui est rompu à ça parce que tu fais ça depuis longtemps, tu as découvert des choses qui avaient moyen de mettre en place. J'étais impressionnée, en fait. J'étais vraiment impressionnée. Ouais, c'est chouette, c'est top. En tout cas, je vois que c'est un projet qui peut donner la pêche aussi, quoi. Donc, oui, c'est vrai que moi aussi, ça m'a beaucoup nourri cette année. Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé au fait vers cet univers ? Tu as dit, ok, c'est le premier confinement, tu te posais des questions, comment faire, mais tu faisais déjà, oui, tu étais déjà impliqué dans la philanthropie. Et avant ça, j'avais déjà travaillé pour des organisations vraiment de terrain. En fait, je pense que ça fait quand même partie de mon histoire familiale. En fait, mes deux parents sont assez engagés. Ils ont toujours été membres ou présidents d'ASBL. Enfin, ils ont toujours travaillé dans le non-profit aussi, bénévolement, je veux dire. Et donc, moi, quand j'avais 15 ans, même 14, je crois, j'étais au SAMU social en train de faire les maraudes. Ah oui, c'est ça. Donc, à l'époque. C'est l'éducation aussi, quand même. Oui, c'est vraiment l'éducation aussi, je pense que... Oui. Des belles valeurs transmises, quoi. Oui. Ça, c'est bien. Oui. Ben voilà, c'est top. Quel était finalement le déclencheur pour passer à l'action ? Parce que, ok, tu as ce background d'éducation, ces valeurs qui ont été transmises, puis tu dis, ok, au niveau du confinement, j'avais envie de passer à l'action, j'ai appelé. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, bam, tu le fais? Mais donc en fait, avant ça, je faisais donc du conseil en philanthropie, donc j'accompagnais individuellement les entrepreneurs, plutôt en fin de carrière. Mais je m'étais rendu compte que oui, ça me portait déjà beaucoup, mais que l'ampleur du travail était telle que c'était... j'avais envie de toucher beaucoup plus largement en fait les gens. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais la chance d'évoluer dans parmi des gens qui étaient vraiment des entrepreneurs, etc. Donc j'avais ce vivier là et donc potentiellement c'était facilement activable. Et en fait quand le premier confinement est arrivé, moi tout de suite je me suis rendu compte de la crise sociale en fait qui était en train de se passer. Et ça a été très dur à ce niveau-là parce qu'on revenait dans des problématiques de quart-monde où. Les gens n'avaient plus à manger, etc. Parce que tout le monde avait dû fermer ses portes. Toutes les organisations qui travaillent avec des bénévoles, la majorité sont des personnes retraitées. Il n'y avait plus l'approvisionnement en nourriture pour tout ce circuit en fait qui est la récupération d'invendus, etc. Donc je me suis tout de suite rendu compte de cette catastrophe-là. Et en fait j'avais assez peu de clients puisque moi je travaille individuellement sur le long terme. Donc je me suis dit mais j'ai essayé d'activer en me disant, parce que en fait, beaucoup de projets revenaient vers moi en disant, voilà, on a des besoins urgents, etc. Est-ce que toi, tu peux remonter ça dans tes contacts ? Et en fait, je me suis très, très vite rendu compte qu'il y avait une limite à ça. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux toucher plus largement ? Et puis, c'est aussi de là, le podcast, c'est venu encore après. Mais c'est venu aussi, en fait, dans une dynamique où, le conseil en philanthropie, c'est ultra niche. Puis, il y a Innovative Sharing avec ces cercles d'entrepreneurs où je touche déjà plus de monde. Et puis après, j'avais envie d'encore me dire... Parce que tu vois, moi, je suis dans une
dans une posture où je suis entre les investisseurs sociaux, entrepreneurs, philanthropes et les organisations de terrain. Et donc mon quotidien, il est beaucoup fait de rencontrer ces organisations de terrain, oui, bien sûr, qui sont des rencontres absolument extraordinaires. Et je me disais, ça fait un temps que je me disais, mais waouh, en fait, moi j'ai la chance d'être au contact de ces personnes-là au quotidien, qui changent le monde vraiment, qui bougent les lignes, qui se retroussent les manches, parce que faut pas croire, hein, c'est des métiers qui sont difficiles, c'est des réalités vraiment très difficiles, mais des gens... oui, avec une flamme, une foi incroyable et qui font vraiment bouger les lignes. Et donc je m'étais dit, et comme par ailleurs mon entourage et bien au-delà savait ce que je faisais, souvent en fait des personnes venaient chez moi en me disant ah mais en fait moi j'ai envie de m'investir dans un projet ou j'ai envie de faire du bénévolat ou je me pose des questions, etc. Mais je sais pas par où commencer en fait, par quelle boule prendre. C'est toujours ça qui me revenait, quoi. Et donc je me disais mais moi je suis quand même dans une position assez géniale par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour déclencher la petite étincelle, aider ces personnes à trouver peut-être leur voie là-dedans. Et donc, c'est comme ça qu'aussi a germé l'idée du podcast, Magic Makers, où je vais à la rencontre de beaucoup d'entrepreneurs sociaux, en fait, tous des gens engagés, parce qu'il y a aussi des auteurs, des conférenciers, des académiciens, des philanthropes que j'ai rencontrés, mais l'idée, c'était de partager leur message. Et je trouvais que pour ça, c'est vrai que le podcast était un outil assez incroyable, parce qu'en peu de temps, tu te plonges vraiment dans un sujet. Et qu'aussi, ça te permet de... Parce que pour moi, je crois beaucoup dans les rencontres, en fait, qui déclenchent quelque chose. Et donc, le podcast, c'est aussi une façon de rencontrer quelqu'un. Tout à fait, mais c'est clair. Ouais. Et qui est assez différente, parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup ce média qui est audio. Et donc, je trouve dans une société où on est vraiment très, très fort dans le visuel. Mais quelque part, ça te connecte d'une autre manière, quoi. Enfin, je sors complètement de ta question, mais non, c'est pas grave. Mais du coup, quel était le déclencheur? Donc, c'est sans doute lors de cette crise comme tu le dis, tu es entre les deux, de voir finalement la détresse qu'est-ce que je peux qui faire se de passait, plus, quoi, en fait. Et les autres qui venaient vers toi, enfin des personnes qui venaient vers toi en disant je voudrais faire, mais je sais pas comment m'y prendre, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important que ça puisse répondre à un besoin, qui ait une valeur ajoutée à ce que je fasse, quoi. Mais c'est vrai que on l'a fort, enfin moi on en était fort conscient aussi quand il y a eu cette crise. C'est vrai que voilà, première chose, moi j'ai pas honte du tout de le dire, mais j'ai reçu des mails de tous mes clients qui ont annulé toutes les missions que j'avais. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans travail, mais pour 6 mois. Après, bon, tu prends ton bâton de pèlerin et c'est reparti, et voilà. Et j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir trop souffert de cette crise, finalement, parce qu'on a su se reconvertir en digital, etc. Donc, finalement ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont été mises sur le carreau. Et même, comme tu le disais, toutes ces personnes qui, finalement, dépendent, mais je ne dis pas ça négativement, mais d'associations, etc. Mais ça a été le drame total. Ça a été une crise sociale, au fait, beaucoup plus que... Enfin, elle a été sanitaire, mais elle a été sociale. C'est vrai que nous, on s'est engagé dans ce qu'on peut faire. Ben oui, c'est, tu vois, les fameuses associations, boîtes à chaussures, pour les repas, etc. Tu vois, pour les repas de Noël, etc. On s'est investi là-dedans, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et du coup... On s'est dit, on a envie d'un peu changer les choses. On s'est lancé aussi dans ce podcast. Et c'est vrai que là, tu rencontres des personnes, tu vois qu'il y a des personnes qui bougent, de la manière dont elles le font, et tu vois qu'il y a une infinité de possibilités d'agir. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? De la joie. De la joie. Oui. 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 Ok. Et une connexion... Enfin, les rencontres, si tu veux, si je reprends... Enfin, non, parce que Innovative Sharing, tout comme le podcast Magic Maker, c'est les rencontres, en fait, la richesse de ces rencontres. Enfin, je me suis connectée avec des gens incroyables, avec qui j'ai tissé des liens. Et ça me nourrit énormément, en fait. Mais oui, ça me donne beaucoup de joie, en fait. Oui, c'est vrai, je peux comprendre. Ça se voit, en tout cas. Alors, c'est pas une initiative qui a déjà des dizaines d'années. Hein. Si tu le disais toi-même, c'est pendant le premier confinement, etc. Tu devrais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Rien. En fait, si tu veux, dans ma vie, tout ce que j'ai accompli jusqu'à peu de temps, ça a été vraiment à force de volonté et de persévérance. Je sais faire ça, mais ça me prend aussi beaucoup d'énergie. Alors que là, en fait, j'avais fait une retraite chez un chaman juste avant tout ça. Et il m'avait dit, au fait, il y a une différence entre la volonté et l'intention.
Et la volonté, tu y vas à force de. Hein, Et l'intention, quelque part, il y a une part de toi qui est ça, mais il y a une part, quelque part, que tu déposes à l'univers et qui dépend plus de toi, et on verra si ça se fait ou pas. Et en fait, Innovative Sharing, ça a été comme ça. J'ai eu cette révélation, j'ai testé, et puis je me suis dit, on verra si ça répond ou pas. Donc, quelque part, il y a moins cette détermination que j'avais avant qui, quelque part, fait ma force, mais aussi ma vulnérabilité, parce que du coup, je suis tout le temps là-dedans, et ça prend beaucoup d'énergie. Tandis que là... en fait, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait tellement facilement. C'était un truc de fou, en fait. Ça a coulé, c'était juste fluide. Et le podcast, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai travaillé sur tout mon concept, toutes mes idées avec d'autres personnes, parce que je voulais que ce soit un projet collaboratif, enfin, bref. Mais à un moment donné, quand j'étais prête, je me suis dit, ben voilà, moi, ça c'est mon intention, voilà pourquoi je veux le faire. Mais je voulais pas que ça me coûte de l'argent non plus, parce que, enfin, tu sais, il y a quand même un certain nombre de frais liés à ça, et j'étais pas vraiment en mesure de les assumer, voilà. Et donc je m'étais dit, je vais faire une demande de financement pour juste couvrir ces frais-là. Si j'ai une réponse positive, ben je me lancerai, et si j'ai pas de réponse ou j'ai une réponse négative, ben voilà. Et puis ça s'est fait en fait. Donc quelque part, non, je changerai rien tout ça, parce que oui, c'était juste. Tout s'est bien passé, oui. Ça a été fluide. Oui. Mais ça prouve aussi une chose parce que y a toujours. Enfin, ça prouve une chose. Non, ça prouve pas une chose, mais ça peut remettre parfois l'église au milieu du village. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'il n'y a pas des larmes, de la sueur, du sang, ça n'a pas de valeur. Et que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose qui peut parfois être violent, c'est quelque chose qui... Oui, ça peut être tout ça, mais c'est pas parce que ça l'est pas que c'est pas un succès. Enfin, j'ai l'impression que souvent, on se dit « Ah, ça a été trop facile ». Je pense à ça parce que je coachais des gens hier, enfin je formais des gens hier, et ils devaient faire passer à l'action. Et à un moment donné, j'entendais un gars qui me disait « Ah ouais, mais j'ai eu de la chance ». Oui, mais là, c'était facile. Oui, mais là, je dis à un moment donné, oui, mais si tu l'avais pas fait, tu n'aurais pas eu cette chance. Donc, à un moment donné, les choses peuvent être faites, mais c'est pas parce que ça se fait tout seul que ça n'a pas de valeur, que ça n'a pas de mérite. Et j'ai l'impression que dans notre société, on confond très souvent le fait de souffrir avec la récompense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, complètement. Mais moi, j'ai quand même été élevée comme ça aussi, travailler dur. Hein, oui, mais c'est ça, oui. Et c'est ce que j'ai fait dans la première partie de ma vie quand j'étais avocate. Et c'était vraiment travailler dur pour... Mais en fait, voilà, moi, ça m'a pas spécialement réussi. Et donc, j'ai voulu tester autre chose. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi. Mais tout ça, ça demande aussi beaucoup de travail sur soi. Moi, j'ai énormément travaillé sur moi. Enfin, je continue parce que je crois que c'est un travail qui... Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à lâcher prise sur plein de choses aussi. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être super bien entourée. Et ça, en fait, pour moi, Innovative Sharing, c'est pas ma réussite. C'est une réussite collective. Enfin, les entrepreneurs et entrepreneuses de mon premier cercle, c'est des cofondateurs, en fait. Je veux dire, sans eux, il n'y aurait rien de tout ça qui serait réalisé. Et enfin, vraiment, certains, au tout début, je me souviens très bien, m'ont dit, mais... ok, on va t'aider, quoi. Et ils l'ont fait, ils m'ont trouvé des entrepreneurs, enfin, voilà, sur plein de choses. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment une aventure collective. Et je pense que dans la vie, c'est ça aussi la richesse, en fait, c'est de pouvoir, pouvoir demander de l'aide aussi. Ah, super important. Ouais. C'est un signe d'intelligence de demander de l'aide. Il y a des personnes qui ne demandent jamais d'aide, c'est très dommage, parce que nombreux sont ceux qui ne demandent qu'à aider. Et c'est fluide. Et moi, avant, je me serais jamais permise, en fait, de faire ça. Et donc là, j'ai testé une autre manière de fonctionner. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, quoi. Oui, non, mais c'est top. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut passer aux auditeurs. C'est franchement, si à un moment donné, il y a des soucis, il y a des trucs, demandez de l'aide autour de vous. Les gens sont prêts à aider. Et pas juste parce qu'ils espèrent qu'il y a un retour, parce que les gens aiment tout simplement aider. Pas tous, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais la plupart. Et on ne dérange pas. Il faut oser, c'est tout. C'est de l'audace, quoi. Quelles sont les personnes ou les modèles qui t'ont inspiré ? Tu as parlé de tes parents qui t'ont donné cette super éducation avec toutes ces valeurs. Alors peut-être c'est d'eux dont tu vas parler, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré ? Oui, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui est Guibert Delmarmol. Ah, mais qui s'est engagé aussi au sein d'Innovative Sharing, je pense. J'ai vu sur le site... En fait, Guibert fait partie de mon conseil des sages. C'est ça, le conseil des sages. Parce qu'on a une histoire de vie
assez similaire, c'est-à-dire qu'on a tous les deux une maladie grave à 30 ans, pas la même, mais enfin voilà, on nous avait en gros dit que tout allait s'arrêter du jour au lendemain. Et on a tous les deux choisi en fait de prendre une autre voie et voilà. Et de pas s'arrêter. De pas s'arrêter. Et donc en fait, moi après ma maladie, j'avais lu son livre qui s'intitule Tomber plus haut. Et en fait, je m'étais tellement reconnue dans des passages entiers de ce qu'il écrivait que j'ai trouvé son mail sur Internet et je lui ai juste dit est-ce que je peux vous rencontrer parce que voilà, j'ai l'impression que j'aurais pu écrire des passages entiers de votre livre, j'aimerais vous rencontrer. Et voilà, on a eu une connexion assez fantastique et c'est quelqu'un qui a aussi énormément travaillé sur lui, qui du coup s'est posé la question ensuite de comment est-ce qu'il pouvait mettre ça au service du collectif, qui ensuite a cofondé une fondation avec Michael Lunt. Enfin, voilà. Et donc c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup et qui... voilà, qui est vraiment un modèle pour moi, qui a transformé sa vie aussi. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je suis, toutes les personnes dont on parlait, toutes ces entrepreneurs et entrepreneuses sociaux, c'est des gens qui me touchent énormément et qui me font énormément grandir en tant que personne. Après, dans les modèles, par rapport à Innovative Sharing, en fait, je me suis très fort inspirée du modèle de l'APM. Qui est, tu vois ce que c'est l'Association pour le progrès du management. Oui, c'est ça. Parce que en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'APM, c'est cette intuition de dire c'est en changeant les leaders, les managers, qu'on va faire changer l'entreprise. Donc c'est clair. C'est de nouveau. Et moi, je suis une personne de personne, donc parler à une entreprise, ça me parle pas. Enfin, j'ai besoin de parler à quelqu'un, quoi. Et aussi sur le fait d'avoir justement des petits groupes, parce que du coup, quelque chose de très fort pouvait se créer entre eux, et de partir sur des sujets très hybrides aussi. Parce que à l'APM, je pense qu'une fois, tu peux avoir un intervenant très technique sur des questions de process, j'en sais rien, de CRM, je sais pas, de tout quoi. Et puis, tu peux avoir un gars qui a traversé l'Antarctique, et donc, en fait, ou qui s'immerge dans des bains glacés, etc. Mais tout ça, ça nous apporte des choses aussi, de se dire comment tu travailles sur ton mental, comment tu te connectes à plus grand de toi, enfin, tellement de sujets. Donc ça, c'est un modèle qui m'a beaucoup inspiré pour lancer Innovative Sharing. Ok, très bien. Donc, on mettra dans l'épisode les liens justement vers APM, vers Guibert, etc. On mettra tout ça. Justement, tu parlais de l'APM et de personnes qui ont traversé l'Antarctique ou qui prennent des bains glacés, etc. Créer quelque chose comme tu as créé, c'est pas évident. Tu as d'un côté le podcast, de l'autre côté philanthropie, innovative sharing, et puis tu as encore un autre travail à côté. Donc tu jongles avec plusieurs casquettes. Quelles sont les routines ou les petits trucs que tu as pour justement que ça se passe bien? La forêt. La forêt. La forêt. Ok, je m'attendais pas à cette réponse. Et donc, explique-nous, développe, okay. S'il te plaît. Donc en fait, mon histoire avec la forêt, elle a commencé donc parce qu'en fait moi j'ai eu un cancer du poumon et donc en gros quand je suis sortie de l'hôpital, je savais pas monter de marches. Ah oui, ok. Et donc on m'a dit il y a toute une rééducation pulmonaire à faire. Alors au départ ça se passe avec une kiné qui vient chez toi parce que tu sais pas te déplacer, etc. Mais on m'a dit voilà, si tu veux récupérer un maximum, et ce serait aux alentours de 80%, tu dois faire du sport, marcher, etc. Et donc avec une amie, on s'est mis à faire de la marche nordique dans la forêt de Soigne avec les bâtons, à deux. Et pendant 4 ans, on a marché tous les mercredis matins. C'est vous qu'on voyait en forêt de Soigne? Sans, je crois, jamais loupé une fois ou à peu près. Et en fait, c'est devenu indispensable dans mon quotidien. En fait, et dès que je vais pas en forêt, je me rends compte que ça me manque vraiment. C'est quelque chose qui est vraiment devenu en fait vital pour moi, quoi, qui a fait partie de ma reconstruction clairement, mais qui aujourd'hui, aujourd'hui c'est là que je me manque, c'est là que je me centre, c'est là que je sais pas que je prends de la hauteur, voilà. Et en fait même aujourd'hui, plein de réunions qui ne nécessitent pas de prise de notes, j'emmène les gens en forêt, quoi. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui. Et donc c'est la forêt, c'est pas le fait de marcher, c'est la forêt. Donc c'est le fait de marcher en forêt. Marcher en forêt. Mais après, si j'étais en montagne, je serais très heureuse aussi. Mais ce serait la montagne, tu nous aurais répondu la montagne. Voilà, okay. C'est ça. Non. Et maintenant ça va? Oui, très bien. Allez, super, top. Mais je ne savais pas au fait. Enfin, je connaissais un peu l'histoire, mais je ne savais pas que tu avais vécu ça à ce point-là et que la rééducation avait été à ce point-là compliqué, quoi. Oui,
un livre peut-être ou une émission que tu nous recommanderais, à part ton podcast Magic Makers. Un livre, je recommanderais... Tomber plus haut, sûrement. Ah oui, Tomber plus haut. Voilà, ça je le noterai déjà. Il y en a d'autres. Il y en a un très chouette aussi de Romain Cristofini qui s'appelle, je crois que c'est l'intelligence spirituelle au cœur du leadership. Oula, ça c'est tout un programme. C'est tout un programme et c'est justement très intéressant à lire. Et sinon, une amie m'a offert The Gratitude List, qui est un livre qui a été écrit par une jeune entrepreneuse qui rejoint d'ailleurs Innovative Sharing. Et en fait, l'idée, c'est une sorte de petit journal de bord sur la gratitude. Et donc, c'est ponctué de plein de citations, voilà. Et c'est très sympa parce que tu as ça comme livre de chevet. Et en fait, tous les jours, tu écris quelque chose, 3, 4, je sais pas, idées pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Et c'est aussi une manière de se construire son bonheur parce que la gratitude, c'est une émotion qui est assez forte. Et donc, c'est un peu un bouquin qui est basé sur la psychologie positive. Mais c'est vraiment une petite routine que moi, je fais juste en m'endormant et que je trouve assez sympa. Ah oui, mais top. Mais effectivement, ça fait partie souvent de processus aussi, parce que c'est vrai le bonheur, ça se décrète pas. Enfin, si, justement, ça se décrète. C'est à un moment donné, on choisit. Et la gratitude est une façon de le construire aussi. Hein. Je dis souvent dans les formations que je donne ou les accompagnements que je fais, on peut décider qu'aujourd'hui, ça va être une journée horrible ou que ça va être une super journée, mais dans les deux cas, on a raison. Donc voilà, c'est nous qui décidons. On va voir les événements qui se passent avec ce prisme de négativité ou de positivité. Et c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Mais non, super, le fait d'avoir ce petit carnet et de noter ce pourquoi on peut éprouver de la gratitude. Oui, donc c'est de Gratitude List de Lily Samy. Ça va. Eh ben, je le mettrai dans les liens. Je mettrai tous les liens. Je le fais à chaque fois. Je fais bien mes devoirs. Ce qui prend pas mal de temps, d'ailleurs. tu dois imaginer. C'est clair. Une citation qui t'inspire. Des citations, il y en a plein, mais je pense plutôt, en tout cas, une phrase, enfin, c'est pas vraiment une phrase, c'est plutôt une idée qui m'accompagne au quotidien. C'est exactement ce dont tu parlais. C'est en fait le lien entre tes pensées, tes émotions et ta réalité. C'est-à-dire, c'est nous qui nous créons notre réalité aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... vraiment qui m'accompagne, parce que quand ça va moins bien ou quoi, je me dis toujours, mais en fait, c'est moi qui suis, quelque part, c'est la responsabilité que tu as vis-à-vis de ta propre vie aussi. Et donc ça, c'est vraiment une idée qui m'accompagne beaucoup. Ok, très intéressant. Très intéressant. Je vais en extraire et en faire une citation. On arrive à la fin de ce podcast. Donc, mais je t'ai remis le polo. Oui, merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Tu nous enverras une petite photo ? Je ferai ça. Super. On mettra ça sur nos réseaux. Mais merci Amandine pour le temps que tu nous as consacré. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer. J'espère que les auditeurs en auront autant à t'écouter. Et maintenant, dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Je dirais de toujours continuer à travailler sur moi. Ok, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, comme d'habitude, en accompagnement du podcast, je rédige un petit article dans lequel je vous mets tous les liens. Vous pourrez les retrouver, tout ce dont Amandine a parlé, toutes les personnes qu'on a évoquées. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. C'était Xavier pour Respect. À très bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.